tous, on se trouve sur le stand de l'association Énergie 2050 au Grand Palais, dans ce que l'on appelle Solution COP21. Et aujourd'hui, on est à mi-parcours de la conférence, la 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Je dis à mi-parcours parce qu'on débute la deuxième semaine et qu'on a actuellement sur la table un accord, alors qui est évidemment qu'un projet, mais un accord qui devrait normalement être soumis d'ici à mercredi au ministre et ensuite au chef d'État pour pouvoir être la future feuille de route climat de nos différents pays, les 195 pays signataires de la Convention climat. Alors on se trouve ici dans un moment particulier, vous le savez, cette conférence climat a pour objectif d'avoir un accord ambitieux, contraignant, équitable, qui soit aussi source de développement partagé, avec les principes fondateurs de la Convention, qui sont les principes de responsabilité partagée mais différenciée. On aura l'occasion d'y revenir, puisqu'évidemment on va parler d'éthique, on va parler de spiritualité, on va parler de lien avec les ressources naturelles pendant cette table ronde. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, dans le cadre de cette conférence climat, on est vraiment à un croisement d'agenda. On a un croisement d'agenda parce que d'une part, on a l'agenda climat. Rappelons-nous tous qu'aujourd'hui, les dérèglements sont assumés. On est dans des records d'émissions de gaz à effet de serre, alors que nos sociétés devraient s'être engagées depuis déjà des années sur de la sobriété en termes d'émissions, sur de la solidarité, sur du co-développement et bien évidemment sur des trajectoires résolument différentes. Donc ça, c'est la première réalité, cette espèce de contradiction entre cet objectif partagé et cette réalité scientifique et politique. Mais deuxième agenda qui est très important, on est aussi à quelques semaines, puisqu'en septembre, il y a eu le sommet qui a validé les objectifs de développement durable. Cette nouvelle feuille de route, 40 ans après Stockholm, 24 ans et quelques après le processus du sommet de la Terre de Rio, qui devrait inscrire une nouvelle trajectoire de développement pour nos sociétés. Donc tout ça pour dire que l'humanité est à un croisement important qui aujourd'hui se retrouve là, à Paris, pour un accord qui devrait permettre d'infléchir ces trajectoires. Alors aujourd'hui, on a décidé de parler d'un sujet qui en interpellera certainement plus d'un, et qui pour nous en tous les cas a tout son sens et qui est bien évidemment au cœur de ce qui peut se passer ici aujourd'hui à Paris et ailleurs, bien sûr, c'est spiritualité et économie verte. J'ai presque envie de dire spiritualité et développement durable, mais on pourra le citer et le conjuguer à l'infini. Néanmoins, le sujet est volontairement posé et je crois qu'on sera une des seules tables rondes pendant cette conférence climat, même s'il y a eu évidemment des déclarations avant ou autres, mais qui aura essayé de faire ce lien et de voir comment on peut questionner ces deux sujets. Donc j'ai à côté de moi le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Pointe-Noire, qui nous fait le plaisir d'être avec nous et qui est partenaire de nos activités ici à Paris pendant l'intégralité de la COP. Et on a aussi un représentant de l'Institut catholique de Paris, qui est un prêtre doctorant et avec qui on va avoir le plaisir de débattre tous ensemble pendant un petit moment autour de cette question. Donc je vais passer tout de suite la parole au président de la CCIAM, qui va vous dire quelques petits mots aussi introductifs et qui va présenter la structure et l'institution et les dynamiques qu'ils ont mis en place pour l'économie verte en Afrique centrale. Et puis ensuite, on fera un peu circuler la parole et je vous poserai quelques questions aux uns et aux autres. Merci. Merci bien, Stéphane. Nous sommes une chambre consulaire organisée à l'image des chambres françaises et donc avec comme mandat de promouvoir l'économie congolaise. Il y a quelques années, le monde connaissait un premier boom, c'était celui lié aux technologies de l'innovation et de la communication, et l'Afrique ne s'était pas mobilisée. On a parlé de fracture numérique. Et depuis quelque temps, on parle énormément de développement durable. Aujourd'hui, on parle maintenant d'économie verte. Et donc, en tant que chambre, il nous fallait nous mobiliser. Et nous nous sommes dit, mais quel est le meilleur moyen pour nous de mobiliser sur cette thématique, étant donné que c'est une thématique nouvelle aussi bien pour les gouvernants, la société civile que pour les entrepreneurs. Nous avions donc choisi le forum. Et malgré tout, nous avions trouvé que par le forum, puisque nous ne pouvons pas réunir que plus de 500 personnes, comment faire pour toucher le plus grand nombre? On s'est dit on va faire le choix des thématiques. Et pour le Congo, il y a deux
on a deux moyens de toucher le plus grand nombre. Donc, la tradition et la religion. C'est pour ça que, depuis un moment, nous associons économie verte et développement durable, comme tu l'as dit, Stéphane, avec religion et tradition. C'est vraiment pour voir comment toucher le plus grand nombre. Et au fait, après, en regardant tout ça, lorsque nous revisitons nos traditions, mais nous nous rendons compte que nous avons des pratiques adaptées à la protection de l'environnement. Donc voilà pourquoi, quel est l'engagement, le sens de l'engagement de la Chambre et pourquoi nous avions mis cette thématique à l'ordre du jour. Merci pour ces mots d'introduction. Je pense qu'après, on aura l'occasion de voir un petit film par rapport aux différents forums qui ont été mis en place et qui effectivement attire quand même beaucoup de monde, parce que 500 personnes, 600 personnes, je pense que c'est quand même loin d'être anecdotique. Donc toutes mes félicitations, et on est déjà partenaire et on le sera plus encore dans le futur. Et très clairement, on est enchanté parce qu'on pense que c'est aussi un moyen de démultiplier les opportunités d'agir. Je vais donner la parole avec l'autre micro à Albert Kibembe, et qui va nous parler un petit peu de sa vision. Et progressivement, on va glisser, vous allez le voir, vers ce lien tradition très forte et ce lien avec cette spiritualité et les ressources naturelles. Et vous allez voir que c'est loin d'être anecdotique et ça peut être un véritable levier d'action et d'innovation par rapport à nos préoccupations de protection des ressources naturelles en Afrique. Merci pour la parole. Je commencerai par le petit mot du pape Benoît XVI qui disait dans son discours au Parlement fédéral en Allemagne le 22 septembre 2011 pour montrer l'importance de l'écologie et l'existence de l'écologie humaine. Il disait ceci: quand dans notre relation avec la réalité, il y a quelque chose qui ne va pas, alors nous devons tous réfléchir sérieusement sur l'ensemble et nous sommes tous renvoyés à la question des fondements de notre culture elle-même. Ceci dit, en lien avec l'économie verte, qui est considérée comme une économie qui se traduit par l'amélioration de l'équité et du bien-être social de l'homme, tout en réduisant sensiblement les risques environnementaux et les pénuries écologiques, nous pensons que le lien doit être établi entre la tradition et la religion. De quoi il s'agit? La question qu'on peut se poser est celle-ci: que vise la tradition et la religion dans le rapport de l'homme avec la nature? Si déjà l'économie verte insiste sur le capital humain, le capital naturel comme un atout économique essentiel, nous sommes en voie de dire que pour l'Africain et pour notre tradition, cela n'est pas nouveau. C'est d'ailleurs le père Mveng qui définissait la coutume comme un ensemble de normes et de conventions réglant les comportements individuels, collectifs, interpersonnels ou sociaux d'un groupe humain donné. Il explicite sa définition en ajoutant que ces normes sont imposées au nom d'une tradition ou de modifications qui échappent souvent à l'ensemble des membres. Ces normes plutôt sont imposées au nom d'une tradition. Il faut agir ainsi parce que l'on a toujours fait. C'est la coutume. Elle impose des tabous, des comportements, des schèmes de pensée et un chemin tout à fait sur lequel il fait bon marcher si l'on veut être de tel clan ou de telle famille ou de telle catégorie et de tel sexe. Cela se vit en société, comme un poisson vit dans l'eau ou un oiseau s'élance dans l'espace. On se familiarise avec les exigences de la coutume, un peu comme le nouveau-né le fait avec les gestes de téter le sein de sa mère.
Le cardinal Émile Biayenda, dans sa thèse, disait « C'est la seule manière d'œuvrer pour un développement intégral de l'homme ou d'une société. Il faut prendre en charge la totalité de la vie humaine, de la dimension économique, de la dimension spirituelle, tous les secteurs, toutes les régions à partir d'une analyse aussi poussée que possible de tous les facteurs exerçant une action sur le développement. La gestion des ressources naturelles comme la terre plutôt, la forêt, l'eau, cet ensemble qui forme la nature a toujours été pour la tradition un monde où la vie est partagée entre les vivants, les morts et les esprits. Tout ce qui est dans la nature a une âme et par conséquent, l'homme peut vivre en harmonie ou en conflit avec la nature. La tradition, quand elle constatait la dégradation des forêts, de la terre et des eaux, à cause de l'activité agricole et autres, les mesures étaient prises. Revenir à la bonne gestion, décréter la non-utilisation des ressources pendant un temps déterminé par le rite, ce rite qu'on appelle dans la langue kikongo, le kibila, chez les Congos, interdiction de certaines pratiques comme utiliser le poison pour faire de la pêche, donc on appelle le mbaka. Mais ce qui nous amène à comprendre le rapport entre l'homme et la nature dans la tradition. Pour la tradition, l'homme n'est pas celui qui domine sur la création, dès lors qu'elle est habitée par les divinités. Chez le Congo, par exemple, la nature est divine et donc l'homme ne domine pas, car dominer ou soumettre est synonyme d'écrasement. C'est pour cela qu'en exploitant la nature, il faut d'abord prendre des précautions. Chaque coutume a ses règles. Sachant aussi que dans la nature habitent différentes entités et l'harmonie entre celles-ci et les habitants est toujours capitale. La tradition africaine, j'allais dire les traditions africaines, considèrent que la forêt, par exemple, se régénère naturellement. Et de ce fait, la politique du reboisement ou du boisement n'existe pas. Les arbres souvent plantés sont des arbres utilitaires comme les arbres fruitiers. Comme la forêt était et est toujours beaucoup sollicitée, celle-ci était gérée pour répondre aux besoins alimentaires, sociaux et sanitaires, tout en répondant plutôt aux principes traditionnels de préservation et de protection dans l'intérêt de tous. Les techniques de mise en jachère varient d'une coutume à l'autre. Combinant le développement, l'équité et le bien-être social de l'homme, la tradition avait une bonne connaissance de l'environnement naturel. Il fallait maîtriser la nature en ayant la connaissance de la forêt, de la savane et de l'eau. Le bien-être visé était toujours communautaire. La tradition était toujours dans la logique de la gestion durable. Dans le cadre de la préservation de la faune et de la flore, disons de la biodiversité, les totems étaient un moyen, mais aussi une règle spirituelle, car ce qui est sacralisé était préservé. Nous voyons par là que la tradition et par ses coutumes pratiquait déjà l'économie verte. Wadiafwa, en langue kikongo, en nous disant Wadiafwa Yikadio ou Wadia Lunda. Donc quand tu exploites, quand tu consommes, il faut aussi penser à garder pour demain. Si tu veux manger demain, tu dois avoir cette intelligence que aujourd'hui je dois garder pour que demain je puisse manger. Or, le mot garder en kikongo signifie lunda, ce qui veut dire
cacher, préserver, observer, protéger, économiser. Mais le problème aujourd'hui, dans les traditions, dans certaines localités, ou dans des clans ou familles encore, c'est celui de la transmission. Les familles n'ont plus cette connaissance des anciens. D'où la question comment valoriser cette richesse des coutumes dont les pratiques et règles ont contribué à la préservation des ressources et au bien-être social de la communauté. Un autre facteur à considérer, que nous pouvons retenir plutôt, c'est celui du déclin du tissu social, du tissu familial, qui ne contribue plus à la protection du patrimoine traditionnel. La pauvreté et les intérêts individuels mettent à mal la dimension communautaire du bien-être social dans les villages. La tradition est un patrimoine à sauvegarder et à sauver. Telle est la mission aujourd'hui de l'État et de la société civile. Merci pour cette mise en scène du paysage et qui très clairement, pour nous par exemple, quand on va en Afrique, effectivement nous montre un lien fort, réel, et aussi qui témoigne dans beaucoup de zones de cette fragilité. Je prends l'exemple souvent de Lomé, puisqu'on a beaucoup d'activités Énergie 1050 dans le Grand Lomé. Et actuellement, par exemple, la forêt togolaise, enfin la forêt de Lomé, a quasiment disparu. Et les 2-3 petites zones qui existent encore sont des forêts sacrées. Certaines associées à des tabous, à des peurs parfois, pourquoi pas, mais néanmoins des forêts sacrées. Et c'est très intéressant parce que dans ce que tu viens de dire, on a à peu près la même approche, même quand on se dégage de toute démarche, j'ai envie de dire même éthique et ou de spiritualité, puisque aujourd'hui, parmi le bouquet des solutions qui sont sur la table aujourd'hui pour gérer les changements climatiques, on parle de 3 piliers. Le premier pilier est la sobriété. La sobriété dans l'usage des ressources. Alors les gens le conjuguent toujours pour l'énergie, mais très clairement, nous, à Énergie 1050, on le conjugue pour l'intégralité des choses. Une ressource n'a de sens que dès lors que le service qu'elle délivre peut permettre à mieux vivre ensemble. Voire un mieux vivre, tout simplement, voire un vivre quand on est dans des situations de vulnérabilité. La deuxième pilier va être l'efficacité. Dès lors qu'on va utiliser une ressource, on doit essayer d'utiliser au maximum la ressource pour ne pas ni gâcher, pour ne pas ni perdre, et pour essayer de donner un sens à cette ressource privilégiée, naturelle. Troisième pilier va être d'utiliser des ressources renouvelables plutôt que des ressources qui, elles, vont évidemment figer le développement parce qu'elles vont disparaître. Donc, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on a ces 3 piliers. Et d'un autre côté, et je vais ramener ça aussi à la question de la sagesse, on a la science qui nous interpelle et qui va, de gré ou de force, nous obliger à nous questionner sur la manière dont on va regarder notre environnement. Pour ceux qui ne le savent pas, le groupement intergouvernemental des experts sur le changement climatique, mais d'autres institutions internationales, ont fait état que nous allons devoir laisser les 2/3 des ressources fossiles dans le sol. Si nous ne le faisons pas, nous allons être dans un scénario climatique qui est hors de toute prévision. Sachant que nous sommes déjà, rien qu'en utilisant le reste du tiers, sur des trajectoires dangereuses, scénario potentiellement cataclysmique, irréversible, qui est l'objet de cette conférence climat. Donc j'ai envie de dire, on a un clin d'œil qui nous alerte, qui nous dit, de gré ou de force, nous allons devoir questionner nos modes de consommation et de production, notre rapport à la nature, notre rapport à la ressource, pour la préserver de manière patrimoniale et lui donner un sens presque moral, parce que si on n'y met pas une connotation personnelle inscrite dans l'inter- et l'intragénérationnel, on voit bien qu'on va utiliser ce capital qui va nous créer une forme de chaos. Donc c'est pour ça que je voudrais juste faire un clin d'œil en disant, quel que soit le point d'entrée qu'on va avoir, finalement aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre issue que de regarder avec bienveillance l'environnement qui est autour de nous et essayer de se dire comment gérer ce trésor de patrimoine pour un bien-être partagé, ici et ailleurs, le intergénérationnel étant avec notre descendance,
mais le intragénérationnel étant avec nos amis des pays en développement et en particulier nos amis des pays les moins avancés, dont une grande partie sont des pays africains. Donc là, je voudrais juste faire ce lien pour montrer qu'aujourd'hui, ce dont on est en train de discuter, finalement, est une opportunité de re-questionner notre lien à cet autre, l'autre étant l'individu, mais aussi cette ressource, cette nature, et ce lien à cet autre, finalement, qui est notre avant, notre passé, qui doit nous permettre de construire ensemble ce futur. Alors, c'est pour ça que je voudrais juste compléter pour montrer que quel que soit le point de lecture qu'on va en faire, je crois qu'on aurait tous intérêt à avoir un trait d'union et à se rappeler qu'on parle tout simplement d'une même chose. Qu'est-ce qu'on fait de cette petite boule qui nous a été prêtée, cette petite planète? Qu'est-ce qu'on fait de nos anciens qui nous ont passé un patrimoine? Et qu'est-ce qu'on va faire de ce futur et de ce présent ensemble pour que finalement tout ça puisse avoir un sens? Je vais redonner la parole à la chambre consulaire pour avoir un ressenti et puis finalement peut-être pour voir quel peut être le lien entre l'économie, parce qu'on est quand même en train de parler d'économie verte, finalement les acteurs à la fois locaux et internationaux qui arrivent dans ce grand bassin, dans cette Afrique centrale qui est si chère à nos cœurs, comment finalement ils prennent en compte ce patrimoine et comment ils s'approprient cette lecture de modernité dont je fais et cette lecture patrimoniale et spirituelle que faisait notre ami pour savoir comment finalement aujourd'hui ça pourrait trouver un équilibre et donner un sens à l'Afrique. Merci Stéphane. En ce qui concerne le monde économique, nous essayons de le sensibiliser en intégrant toujours nos traditions. Parce que, quelle est la définition de l'économie verte que nous donnons? Pour nous, l'économie verte, pour l'Afrique tout au moins, c'est quoi? C'est l'économie de notre milieu naturel et l'économie de nos traditions. Notre milieu naturel fait qu'en Afrique centrale, nous avions des aires protégées. Et donc, il nous faut développer l'économie des aires protégées pour faire vivre les paysans qui sont dans cette zone avec la nécessité de mettre à la disposition du monde toutes ces richesses que la nature a bien voulu mettre à la disposition du Congo. C'est du fait de l'histoire, du fait de notre géographie que finalement nous sommes détenteurs de ces aires protégées. Et donc là aussi, nous voulions développer une économie pour favoriser un écotourisme qui va être respectueux de l'environnement, mais surtout voir comment sensibiliser les populations qui hier vivaient de cet écosystème, comment ils peuvent continuer à vivre sans le dégrader, alors que pour eux, le plus simple, c'est d'utiliser ce que la nature leur a donné. Ça, c'est une solution à court terme. Donc aujourd'hui, on essaie de sensibiliser pour que finalement, comment intégrer, comment ils peuvent faire des activités économiques grâce à ce que la nature nous a donné. Il y a aussi notre culture. Notre culture, nous avions une façon de penser, une façon de vivre, une façon de nous nourrir. Là aussi, nous devions développer l'économie des aliments traditionnels. Vous savez, avec les migrations aujourd'hui, le marché des aliments traditionnels en Europe, mais c'est des millions d'euros. Donc, il faut organiser les Africains pour qu'ils aient une part de ce marché. Et ça, c'est une activité qui va toucher un plus grand nombre. Lorsque une croissance est générée par ce type d'activité, si vous dites à un paysan que votre pays fait une croissance à 2 chiffres, il ne se posera pas la question. Alors que lorsque cette croissance découle de l'exploitation des matières premières, la population n'est pas concernée par cette croissance. Donc voilà, nous, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment voir au niveau de nos traditions, au niveau de notre géographie, comment profiter de ces opportunités d'affaires pour non seulement gagner de l'argent, mais aussi faire sortir
des milliers de personnes de la pauvreté tout en préservant l'environnement. Merci beaucoup parce que c'est très intéressant et très clairement on retrouve beaucoup de nos valeurs Énergie 2050 dans cette démarche à la fois de bon sens et qui doit quand même répondre à une préoccupation de développement réel et légitime des populations. Et je crois que cette vision à différents niveaux de la diaspora, de les populations locales et puis finalement des enjeux d'un développement sobre en carbone, résilient, protecteur des ressources naturelles, je crois que c'est un message qui très clairement doit être rappelé ici dans les enceintes de la COP, parce qu'on n'est pas en train de parler de quelque chose d'exotique, on est en train de parler d'un bon sens tout à fait pertinent et d'une réappropriation d'un terrain historique pour lui donner un sens. Ça, je trouve c'est vraiment très intéressant. Je redonne la parole à notre ami. Tout au début, le président de la Chambre de commerce disait pour actualiser ce thème de l'économie verte au Congo, il s'est posé la question des moyens, comment arriver à communiquer au niveau de la population. Et il notait la tradition et la religion. Effectivement, on peut se poser la question, que font les religions? Ou que peuvent faire les religions dans cette dynamique de l'économie verte au Congo? Mais c'est simple. Il faut tout simplement retrouver ce que font la religion. Effectivement, si nous regardons dans le côté de l'éducation, de la formation, les religions, pour nous au Congo, et je peux dire partout, les religions sont un maillon fort, dans le sens qu'ils ont toujours été dans la formation, dans l'éducation. Et donc, on peut aussi passer par les religions, sinon, disons seulement que les religions sont des partenaires pour réaliser ce projet pour nous au Congo. Pour la simple raison, nous avons deux catégories de religions. Il y a des religions traditionnelles qu'il ne faut pas négliger, puisque avec les religions traditionnelles, nous retrouvons cette dimension du sacré et le respect même de la nature. Et il y a aussi l'autre partie, les religions révélées, les religions de la Bible. Et dans les religions de la Bible, je peux dire qu'aucune religion ne prêche sur la destruction des ressources naturelles. Aucune religion ne prêche sur la destruction de la nature. Dans l'actualité, nous avons l'encyclique du pape François qui nous parle que la planète, c'est notre maison commune et qu'il faut sauver. C'est un message qui est lancé non seulement aux catholiques, mais à tout croyant, mais aussi qui va au-delà. Le message du pape François, c'est un message au-delà, parce qu'il parle de l'écologie intégrale. Et dans l'écologie intégrale, c'est plusieurs dimensions. C'est le social, c'est l'économie, c'est l'humain, c'est tout qu'il faut prendre en ligne de compte. Et je pense qu'aujourd'hui, ça a été, on peut dire, une grâce pour le Congo et pour le forum d'avoir comme partenaire dans ce sens-là la tradition et la religion, parce que ça apporte beaucoup de choses pour effectivement mobiliser les populations, pour retrouver les principes, les valeurs que les Congolais, pour ne pas dire les Africains, ont toujours, mais quelque part, parfois qu'on oublie. Hein, voilà. Une fois de plus, je trouve que, à titre nous, Énergie 2050, en tous les cas, ce sont très clairement des approches. Vous parliez à juste titre tous les deux, finalement, de cette complémentarité. Et je pense que c'est ainsi qu'on peut le lire. Parce qu'aujourd'hui, on doit être dans une trajectoire de mutualisation. Il faut éviter toutes ces fragmentations. Il ne marche pas ? 1, 2, 1, 2. Ah, pardon. Oui, je disais...
Donc je disais que cette complémentarité dont vous parlez tous les deux et dont j'ai aussi parlé, finalement, c'est peut-être le message qu'on doit délivrer ici à la COP. Parce qu'effectivement, il y a eu l'encyclique du pape, il y en a eu d'autres. Il y a même des réunions, d'ailleurs maintenant œcuméniques, qui parlent d'une voie commune pour refaire le lien entre le sacré, le sens le plus large du terme, et le développement et le respect de l'environnement. Et je crois quelque part que ce lien doit être réaffirmé. Il doit être réaffirmé parce qu'il n'est pas un tabou. Et j'ai envie de dire, chacun peut s'approprier cette trajectoire en fonction presque de ses convictions personnelles, certes, mais finalement, on doit s'apercevoir qu'on dit tous la même chose. C'est-à-dire que les gens bienveillants, les gens qui sont sur ces mêmes valeurs, peuvent se les réapproprier. Et je crois effectivement que dans le cadre à la fois des petits États insulaires et en Afrique, mais très certainement aussi dans les États dits des pays en développés, il y a ce poids au sens positif du terme de la tradition. Et de mon expérience, j'ai souvent remarqué qu'aujourd'hui, malheureusement, en Afrique, souvent, on l'oppose. On l'oppose. C'est-à-dire qu'il y a une espèce presque de pudeur à faire état de cette tradition, alors qu'aujourd'hui, elle devrait être une force. Et je crois que ce lien économie, développement durable, le sacré, la religion, la tradition, sont finalement des atouts. Des atouts parce que ça nous permet d'avoir un sens. Et finalement, si je reviens à un côté très technique de la Convention cadre, il y a quand même le principe de l'équité. Comment peut-on partir d'un principe d'équité si finalement on n'a pas un intérêt commun? Comment peut-on parler aujourd'hui d'un principe de perte et de dommage, voire même de réparation, d'accompagnement du développement, si on ne se rend pas compte que finalement il y a eu de la discorde dans l'usage de ces ressources naturelles et dans le partage du fruit de ces ressources naturelles? Donc moi, très sincèrement, je suis intéressé, et on en parlera. Je vous ai dit, on lance une initiative qui s'appelle Le futur que nous faisons, Énergie 2050 et les sagesses de l'humanité. Et en nous entendant discuter, je pense très clairement qu'on va envisager de faire le premier pas de cette initiative, qui est de créer de l'émotion avec ce sacré qu'on a tous au fond de nous, d'où qu'il vienne, j'ai envie de dire, qu'il vienne d'une simple ressource qu'on va se réapproprier au sens le plus émotionnel et noble du terme, ou d'une spiritualité, d'où qu'elle vienne, qui soit aussi personnelle et intime, mais de ce lien avec les ressources, avec, j'ai envie de dire, aussi du contenu, pour qu'on refasse le lien avec cette proximité du développement. Et je crois qu'on va en discuter, mais ça pourrait avoir un sens de faire cette première grande réunion adossée à une exposition et aussi adossée à ces phrases qui doivent nous remettre en émotion en Afrique, parce qu'en parlant, ça m'a rappelé plein d'émotions que moi j'ai ressenties quand je suis avec vous sur le terrain, parce qu'on passe beaucoup de temps en Afrique, Énergie 2050, et je crois que ça aurait un sens d'élargir les sagesses à ce côté vernaculaire, à ce côté traditionnel et émotionnel, à ce côté sacré du développement. Donc je crois qu'on en reparlera, et finalement on a déjà des passerelles avec des traits d'union qu'on doit construire, et j'ai envie maintenant, pour nos mots de la conclusion, vous donner à chacun l'opportunité de donner un message à nos décideurs qui sont là, qui sont venus lundi dernier, de leur rappeler peut-être qu'est-ce qu'on est en train de négocier ici à Paris. Donc j'ai envie que chacun, on dise notre petit mot qui pourrait peut-être être repris dans les médias ou autres, de dire qu'est-ce qu'on leur donne comme, non pas conseil, mais comme alerte, pour qu'ils se souviennent de quoi on est en train de parler ici à Paris. Voilà, moi le mot que je voudrais partager avec les décideurs, et d'abord surtout les décideurs africains, c'est de revisiter notre tradition. Nous avions toujours eu une approche très particulière avec la terre. Et donc, dans toutes nos traditions, parfois, même quand il fallait soigner quelqu'un, il fallait juste le recouvrir de terre. Et donc, c'est vraiment redonner l'importance que la terre a toujours eue dans nos traditions. Et là, je pense que, en ce qui concerne ces négociations, nous allons mettre les intérêts supérieurs en avant et chacun de nous laissera en arrière ses égoïsmes pour privilégier la terre telle que nous l'avions héritée et telle que nous voulons la laisser à nos enfants. Voilà. Merci pour ce beau message. Et comme message que je peux adresser aujourd'hui, en tenant compte de tout ce qui a été dit ici, il est question que les dirigeants,
non seulement les dirigeants, mais que l'humanité arrive à comprendre aujourd'hui que la planète, c'est notre maison commune. Et si et seulement si chacun peut le comprendre, ce qui revient à dire, chacun est renvoyé devant sa propre responsabilité. Comment se fait-il que ceci m'appartient? Et si cela m'appartient, comme on dit en nous, en langue du Congo, qui makiani, si c'est pour l'ensemble, qui est le eto, comment ne pas prendre ses responsabilités? Comment ne pas arriver à bien gérer, non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui viendront? Merci aussi pour ce mot. Alors peut-être le mot de la fin, version Énergie 2050, en vous écoutant, parce que bien sûr, on se doit de compléter ce que chacun a dit, parce que même si très clairement on partage la même émotion et la même envie, moi j'ai envie de dire, le mot que j'aurais envie de rappeler à chacun d'entre nous, c'est n'oublions pas. N'oublions pas, nous à l'Énergie 2050, on appelle ça le lien entre les savoirs passés, présents et devenir. C'est-à-dire le titre d'une collection qu'on dirige chez l'Harmattan et que nous-mêmes on commence à élargir. Ce lien sacré, c'est peut-être le seul trésor que nous avons en commun, d'où que nous venions, quel que soit notre état et quel que soit notre possible devenir. Et en n'oubliant pas ce lien privilégié, peut-être que finalement notre aventure de demain a un sens. Sinon, on a déjà les forces qui sont en présence, on voit déjà les conséquences, on voit déjà cette Afrique qui devient de jour en jour vulnérable. Donc le message que vraiment moi j'ai envie de rappeler à chacun d'entre nous, n'oublions pas, nous avons déjà la mesure des conséquences, n'oublions pas que nous pouvons être les magiciens pour modifier cette histoire, pour la rendre résolument différente. Et je crois que là, tous ensemble aujourd'hui, on a porté le même message. Ça a été un réel plaisir, très clairement, parce qu'on partage la même vision. Et espérons que notre message soit entendu, démultiplié et partagé, et que l'accord de Paris, finalement, nous ouvre un univers d'opportunités pour transformer ces trajectoires et montrer que c'est possible avec un S. Ne sont pas un rêve, mais sont tout simplement des réalités à partager. Merci beaucoup en tous les cas, et puis espérons que dans l'avenir, nous puissions continuer avec des bonnes nouvelles à partager et à démultiplier. Merci beaucoup.